Merci de votre fidélité à SICA et bienvenue dans le journal de l'économie. Au menu aujourd'hui, plusieurs destinations essentiellement sur le continent africain. En voici un aperçu. La production de café pourrait augmenter de 5% l'an prochain en Ouganda. 4,2 millions de sacs devraient être récoltés. Au Sénégal, c'est plutôt la production d'arachide qui est en hausse. Parallèlement, l'importation d'oignons a repris ce lundi dans le pays. Enfin, les prévisions de croissance pour l'année 2016 sont à nouveau revues à la baisse en République démocratique du Congo. Elles passent à 4,3%. Avant le développement de ces titres, sachez que les premières obligations souveraines islamiques que le gouvernement nigérian devrait lancer fin 2016 ont finalement été repoussées au premier trimestre 2017. Le Nigeria entendait emprunter quelques 5 milliards de dollars au cours de son exercice fiscal 2016. Cette somme devrait servir à financer son déficit budgétaire et poursuivre les investissements au niveau des infrastructures. Et puis l'Ouganda, qui est le principal producteur de café en Afrique, devrait enregistrer une progression de 5% au cours de la saison prochaine. Le pays atteindra ainsi 4,2 millions de sacs contre une récolte de 4 millions de sacs cette année 2016. Cette progression est motivée par les meilleures conditions météorologiques dont le pays va bénéficier d'une part et d'autre part par l'entrée en production de nouvelles plantations de caféiers. Il faut ajouter que les nouvelles sont aussi bonnes en ce qui concerne les exportations en Ouganda. Le pays devrait faire mieux que cette année avec une progression de 5,6%, soit 3,8 millions de sacs. La destination la plus prisée, c'est l'Union européenne. Viennent ensuite les États-Unis, l'Inde, la Russie, le Maroc et le Soudan. Rappelons que l'Ouganda entend porter sa production à 20 millions de sacs d'ici 2020, en plantant notamment 900 millions d'arbres dans les 3 prochaines années. De bonnes nouvelles qui nous parviennent cette fois-ci du Sénégal. À compter de ce lundi, l'oignon peut à nouveau être importé dans ce pays. En outre, la récolte d'arachide pourrait être supérieure aux perspectives initiales. Cela fait 10 ans que sur la période de février à juillet-août, le Sénégal connaît une période de gel des importations chaque année. Période au cours de laquelle on ne peut importer d'oignons dans le pays. L'idée était de favoriser la production locale, garantir la stabilité des prix et à terme d'atteindre l'autosuffisance. Mais malgré la forte production locale d'oignons estimée à 360 000 tonnes cette année, elle n'aura pas suffi à répondre aux besoins nationaux, notamment en raison des difficultés liées au stockage des oignons, ce qui pose un problème de qualité. La reprise de l'importation pourrait donc résoudre pour de bon les problèmes liés à ce secteur. Et ce n'est pas la seule bonne nouvelle pour le Sénégal, puisqu'à en croire le département américain de l'agriculture, la production de la campagne d'arachide 2016-2017 devrait connaître une hausse de 260 000 tonnes par rapport aux premières estimations publiées. Une progression essentiellement liée à la bonne pluviométrie enregistrée par le pays, ainsi qu'aux efforts des producteurs avec une hausse de 38% des superficies emblavées. Toutefois, malgré cette performance, la récolte sera inférieure de 70 000 tonnes à celle attendue pour le compte de cette campagne. Une situation que la faiblesse des rendements a contribué à renforcer. Notons que l'Afrique de l'Ouest reste la seconde plus grande zone de production de l'oléagineuse, derrière la Chine avec le leadership incontesté du Nigeria qui occupe la 3e place au rang de producteur mondial d'arachide.
au 29 novembre prochain, la Tunisie va abriter une conférence internationale sur l'investissement. Il s'agit d'un rendez-vous d'envergure internationale qui devrait permettre à ce pays de remonter la pente des investissements étrangers. Plusieurs pays et organisations internationales y prendront part, de même que des chefs d'État, des institutions internationales, des fonds d'investissement et des représentants des secteurs publics et privés ainsi que de la société civile. Ce sera l'occasion pour les autorités tunisiennes de promouvoir le plan quinquennal 2016-2020 dont le schéma de développement table sur une enveloppe globale de 120 milliards de dinars, dont 45 milliards d'investissements publics, 57 milliards d'investissements privés locaux et 18 milliards en tant qu'investissements directs étrangers. Je le disais en titre, le gouvernement congolais a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour l'année 2016 à 4,3% contre une prévision antérieure de 5,3%. À l'origine de cette baisse, la faiblesse des cours des matières premières. L'économie de la RDC, premier pays producteur de cuivre en Afrique, est en effet largement dépendante des matières premières qui représentent d'ailleurs 95% de ses recettes d'exportation. Ajoutons que Kinshasa, qui tablait initialement sur une croissance de 9% cette année, a déjà abaissé ses prévisions de croissance à 3 reprises en raison notamment de la chute de la demande des matières premières liée au ralentissement de la croissance chinoise et à la baisse des cours du cuivre, du cobalt, de l'étain et du diamant. Parlant toujours des matières premières, mais cette fois-ci sur le marché international. Il faut dire que le cacao et le sucre ont connu une légère hausse la semaine écoulée, tandis que le café a timidement progressé sur fond d'inquiétude due à de mauvaises conditions météo au Brésil. Des conditions qui n'ont finalement pas fait de dégâts. Le Robusta a baissé jusqu'à jeudi dernier avant de rebondir vendredi. Il est en légère baisse sur l'ensemble de la semaine à Londres. L'Arabica coté à New York a pour sa part connu une très légère hausse sur l'ensemble de la semaine. Les prix ont finalement peu bougé, faute de nouvelles, laissant penser à des changements importants dans la production. Sur le LIF de Londres, la tonne de Robusta pour livraison en septembre valait 1790 $ vendredi, peu après 10 h GMT, contre 1805 $ le vendredi précédent à 11 h 40 GMT. Sur la IC Future US de New York, la livre d'Arabica pour livraison en décembre valait 141,10 cents contre 137,45 cents 7 jours auparavant, mais pour livraison en septembre. Le cacao a connu une hausse sur l'ensemble de la semaine. Une hausse régulière pour le cacao coté à New York, mais plus accidentée pour celui coté à Londres, qui après un bon lundi et mardi, est reparti en légère baisse mercredi. À Londres, les prix du cacao ont bondi de 9% depuis le début du mois d'août et frôlent donc de nouveau leur plus haut niveau depuis 6 mois à 2500 livres sterling la tonne, déjà enregistré début juillet. Les experts du marché expliquent que cette hausse des prix a été entraînée par des nouvelles venant de Côte d'Ivoire, le plus gros pays producteur. En effet, à 6 semaines de la fin de la saison 2015-2016, dans ce pays, les expéditions de cacao vers les ports sont en baisse de 13%. Vendredi dernier à Londres, la tonne de cacao pour livraison en décembre valait 2455 livres sterling contre 2369 livres sterling le vendredi précédent. À New York, la tonne pour livraison en décembre valait 3114 $ contre 2978 $ 7 jours plus tôt. Les cours du sucre cotés à New York ont évolué en légère hausse sur l'ensemble de la semaine, mais sont restés stables pour celui coté à Londres. Avec l'annonce d'une hausse de l'estimation de production de sucre dans la principale région de production brésilienne par l'Agence publique agricole brésilienne, la CONAB, les cours pourraient subir une pression à la vente.
Mais la chute continue du réal, la monnaie brésilienne face au dollar, pourrait permettre d'empêcher les prix du sucre de trop reculer, selon les analystes. Vendredi à Londres, la tonne de sucre blanc pour livraison en octobre valait 534,50 $ contre 535,50 $ le vendredi précédent. À New York, la livre de sucre brut pour livraison en octobre valait 20,03 cents contre 19,78 cents 7 jours auparavant. Une petite pause à présent et nous allons retrouver notre chroniqueur Kazmi Pedjo. Avec lui aujourd'hui, nous allons parler du Niger qui a sollicité 35 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UEMOA. Kazmi Pedjo, bonjour et bienvenue. Merci Inès, bonjour à vous. Alors 35 milliards de francs CFA, pourquoi faire ? Pour relancer l'économie de ce pays, pour construire les infrastructures, notamment au niveau du social, les écoles, les routes, mais également certaines infrastructures entrant dans le cadre du développement donc, du pays, à savoir l'énergie renouvelable et bien d'autres encore. Donc voilà, la sollicitation pour le compte donc, de l'année 2016, c'est d'ailleurs la deuxième fois que le pays, le Niger, donc, va sur le marché financier au niveau de l'agence UEMOA à titre pour aller solliciter de l'aide, 35 milliards au total. Alors, Kazmi Pedjo, une chose est d'emprunter de l'argent, mais comment est-ce que le pays compte rembourser tout cela? Le pays a prévu dans sa lettre de cadrage donc rembourser les sous en 2 ans, à savoir en 2000, déjà à partir de 2018, le pays va commencer par payer donc ce montant-là, soit 17,5 milliards de francs CFA, et en 2021, le pays pourra payer donc la totalité avec 17,5 milliards, avec des intérêts qui vont de 2,100 milliards de francs CFA chaque année à partir de 2017, soit un total de 9,450 milliards de francs CFA pour les 5 ans que vont durer donc cet emprunt-là sur le marché de l'UEMOA. Et en attendant que cet emprunt ne soit lancé, Kazmi Pedjo, comment est-ce que l'environnement socio-économique se présente au Niger? En tout cas, après l'année 2014 où le taux de croissance a chuté considérablement, atteignant autour de 3,5%, le pays est en train de reprendre du souffle économique, notamment pour le compte de l'année 2016 où aujourd'hui le Niger compte atteindre un taux de croissance de 5,2% grâce à l'agriculture. L'agriculture aujourd'hui qui est en train de reprendre du souffle au niveau du pays. Il y a également l'exploitation minière et le pétrole qui sont en train de reprendre progressivement. Il faut déjà dire que le FMI a cependant alerté un peu le pays parce que ces différents efforts au niveau du pays seront entachés par des crises sociopolitiques, notamment les conflits de Boko Haram, des djihadistes au niveau du Mali et également au nord du pays avec la Libye qui aujourd'hui menace les djihadistes dans ce pays-là, menacent le pays. Il faut aussi dire que Dame Nature ne pourra pas être favorable pour le pays parce qu'on annonce également des inondations, ça a d'ailleurs commencé, et donc le pays doit être beaucoup prudent en termes de production pour ne pas dégénérer donc, dans la crise alimentaire. Donc une bonne croissance, mais à côté il y a aussi des menaces qui vont perturber donc, la saison 2016-2017 au niveau du Niger. Est-ce qu'il y a à craindre, Kazmi Pedjo, que les perspectives économiques du Niger